Maintenant, pour une parole plus scientifique, j'ai la joie d'inviter Jean Jouzel, climatologue, directeur de recherche émérite au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Merci Jean Jouzel de venir partager votre vision de l'engagement de la jeunesse pour la transition écologique avec nous. Merci Vous, beaucoup. vous serez interviewé par Alice Métayer-Mathieu, chef du pôle entreprise, collectivité, association, développement durable de l'ADRIE Île-de-France. Dany Régent de l'ADRIE également et Nicolas Rillet, coordinateur des lycées co-responsables à la direction des opérations du pôle lycée de la région Île-de-France, relayeront en fin de séquence les questions posées dans le chat. Je vous souhaite un beau forum. Bonjour, merci Brigitte. Bonjour à tous. C'est un très grand plaisir pour moi d'avoir la chance de vous interroger, Monsieur Jean Jouzel, dans le cadre de ce beau forum dédié à la jeunesse et à son engagement pour le développement durable. Alors, je vais peut-être commencer par une première question. Quelle est votre vision de scientifique sur les principaux enjeux environnementaux et climatiques dans les prochaines décennies? Et est-il trop tard pour agir? Bonjour, alors permettez-moi d'abord de vous remercier. C'est aussi un plaisir pour moi de partager ces moments avec vous, avec tous ces jeunes, bon, beaucoup d'éco-délégués, mais j'imagine aussi quelques enseignants. Voilà, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir, je pense que c'est important. Je suis ici au titre de la communauté scientifique et c'est important que, c'est ce que j'ai toujours essayé, je crois, de faire, que nous allions vers les jeunes, nous, membres de cette communauté scientifique. Alors, pour témoigner de quoi, Alice, c'est bien, d'abord, je crois, par rapport à votre première question, de la réalité de ces problèmes environnementaux. Euh, Disons qu'on va peut-être plus parler de réchauffement climatique aujourd'hui, mais nous sentons bien, nous percevons bien, chacun d'entre nous, qu'il y a des, enfin, suivant le lieu, suivant l'endroit, il peut y avoir des problèmes environnementaux liés à la pollution. Alors ça peut être la pollution, disons, liée à, par exemple, urbaine ou industrielle, mais ça peut être aussi la pollution sonore. Le bruit peut être une pollution pour certains. La perte de biodiversité est quelque chose aussi que nous percevons peut-être moins directement pour ceux qui habitent les villes, mais je crois que, disons, c'est une perception que nous avons quand même. Et ce réchauffement climatique dont j'ai plus vous parler, qui est vraiment au cœur de nos préoccupations. Alors pourquoi au cœur de nos préoccupations? Parce que en fait, le réchauffement climatique exacerbe les autres problèmes environnementaux. Et s'il y a un message que je souhaiterais vous donner, c'est qu'on ne peut pas espérer, disons, prendre la mesure des problèmes environnementaux, de cette transition écologique, de façon indépendante. Traiter les problèmes l'un à côté de l'autre. On va résoudre, par exemple, on va résoudre le problème de pauvreté dans le monde, mais on verra plus tard pour le réchauffement climatique. Non, justement, le message, c'est de prendre l'ensemble de ces problèmes, je dirais, à bras le corps. Alors, le réchauffement, disons, ces problèmes, si je les ai, disons, regroupés, eh bien, c'est tout simplement parce que eh bien, nous en sommes à l'origine, hein, que ce soit la perte de biodiversité, les pollutions sonores, les pollutions, mais aussi le réchauffement climatique. Alors, ce réchauffement climatique, comment en sommes-nous à l'origine? Eh bien, nous avons, depuis maintenant à peu près 150 à 200 ans, modifié la composition de l'atmosphère et en particulier la composition de l'atmosphère en gaz à effet de serre, nous l'avons modifiée, nous avons pratiquement augmenté de pas loin de 50% les quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère, plus que doublé celle de méthane, d'autres composés également. Et quelle est la propriété de ces composés? Eh bien, c'est tout simplement qu'ils piègent une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. Donc, cet effet de serre, c'est quelque chose de bénéfique, hein. Sans cet effet de serre, nous ne serions pas là. Mais son augmentation, c'est elle qui nous inquiète, liée à nos activités humaines, et nous sommes certains, quasiment certains, que c'est déjà cette augmentation qui est à l'origine du réchauffement climatique dont nous percevons la réalité. Alors c'est dur pour les jeunes de percevoir la réalité du réchauffement climatique sur 2 décennies, 1 à 2 décennies, même si
disons, la dernière décennie a été clairement plus chaude que la décennie précédente, mais à l'échelle, par exemple, de ma propre, disons, de ma propre vie, de ma génération, je dirais, eh bien, c'est quand même très net. Disons, lorsque j'étais dans ma jeunesse, nous avions des températures, à peu près, il y a eu un réchauffement de 1,5 degré en France par rapport aux années 50-60. Donc, c'est perceptible. C'est perceptible, c'est lié aux activités humaines et ce réchauffement, eh bien, il se manifeste non seulement dans l'atmosphère, hein, les 6 dernières années, les 6 années les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans, mais il se transmet aussi dans l'océan où l'élévation du niveau de la mer est quelque chose de très bien documenté, lié à la fois au réchauffement de l'océan et à la fonte des glaces, et puis à l'ensemble du système climatique. Disons que la nature autour de nous, si on la regarde, eh bien, d'une certaine façon, est affectée par le réchauffement climatique. Les dates des vendanges, mais la date des floraisons bientôt. Voilà. Donc tout cela nous entoure, nous vivons dans ce monde qui change et il faut en prendre la mesure. Alors, pour le moment, le réchauffement climatique est perceptible, en tout cas à l'échelle de ma génération. Il n'est pas encore dangereux, mais il risque de le devenir si nous ne faisons rien pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est ce dont nous allons parler. Si nous ne faisions rien, eh bien, nous irions vers des réchauffements moyens de 4 à 5 degrés, je dirais, dans la deuxième partie de ce siècle, et il faut tout faire pour éviter cela. Donc, c'est vraiment l'objectif de nos décideurs politiques à travers l'accord de Paris, c'est-à-dire qu'il y a le souhait que des mesures soient prises pour que le réchauffement par rapport à aujourd'hui, au climat que nous connaissons aujourd'hui, n'excède pas 1 degré supplémentaire. On a déjà pris 1 degré, donc n'excède pas 2 degrés par rapport à ce que nous connaissions il y a 150 à 200 ans, ou ce que connaissaient nos grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents. Et si possible, même un réchauffement qui n'excède pas 1,5 degré par rapport à aujourd'hui. Alors j'adhère complètement à cet objectif, tout simplement parce que c'est un objectif de bon sens, c'est-à-dire que si nous réussissions à respecter disons cet objectif, ce réchauffement à 1,5 degré, alors, voire même 2 degrés, eh bien vous pourriez vous y adapter pour l'essentiel dans la deuxième partie de ce siècle. C'est bien ça le message. Il faut absolument qu'aujourd'hui, nous préservions un climat auquel votre génération et les suivantes soyez capables de vous adapter. C'est ça le message et je crois que c'est important. Il n'est pas trop tard, mais nous prenons du retard et c'est maintenant qu'il faut agir. Les 10 prochaines années vont être extrêmement importantes. Merci beaucoup. Enfin, n'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, voilà, à les poser, je les relayerai. Voilà, on est là pour ça, pour répondre à vos questions. Alors, vous avez dit effectivement, Monsieur Jouzel, que tout était lié, qu'on ne pouvait pas d'un côté résoudre les problèmes de pauvreté, de l'autre les problèmes d'enjeux climatiques. Justement, quand on parle de développement durable, il y a toujours ces 3 piliers qu'il faut savoir concilier, à savoir l'économie, l'environnement et le social. Et donc, selon vous, quelles sont les inégalités qui sont engendrées par le changement climatique? Et comment Oui, d'abord, réduire oui, ces bien sûr. inégalités? D'abord, disons, on ne peut pas, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas dissocier un problème environnemental, disons, on ne peut pas dissocier les problèmes environnementaux, les prendre un par un, et il faut les prendre dans leur ensemble, mais ces problèmes environnementaux aussi s'inscrivent dans la vie de notre société. Il n'y a pas de problème environnemental qui n'ait pas de connotation sociétale. Il y a une influence sur notre vie de tous les jours, sur l'organisation de nos sociétés, mais il y a aussi une influence économique. Et c'est vrai que je suis très marqué. Donc je termine mon second mandat au Conseil économique, social et environnemental. Je suis dans la section de l'environnement et il n'y a jamais eu disons, un avis que nous ayons donné. Nous donnons des avis sur des aspects a priori environnementaux, mais dans chacun de ces avis, eh bien, nous avons clairement à les décliner sur les aspects des conséquences sociales, sociétales, mais qu'est-ce qui se passe pour la société, et puis aussi les conséquences économiques. Donc c'est clair. Alors pourquoi j'ai aussi travaillé justement au sein de ce conseil sur un avis qui portait sur ce que nous appelons la justice climatique. En fait, le premier risque de
du réchauffement climatique, si on prend ses conséquences non pas une par une, mais dans leur ensemble, c'est d'accroître le risque des inégalités. Alors, par exemple, d'abord, il y a un premier point, on en est conscient, je crois. On est conscient qu'il y a des pays pauvres, des pays qui sont généralement plus vulnérables. On peut parler de certains pays de l'Afrique ou certains pays qui sont très vulnérables à l'élévation du niveau de la mer. On pressent bien, quand on regarde autour, disons, de nous à l'échelle planétaire, hein, donc on peut regarder soit à travers des images satellitaires, mais maintenant on a beaucoup de reportages. Ceux qui ont un peu de curiosité savent, on peut très bien savoir comment ça se passe à l'autre bout du monde. Eh bien, on voit bien qu'il y a du point de vue climatique des pays qui sont vraiment désavantagés. Alors, ils sont très souvent désavantagés, ils sont très vulnérables, plus vulnérables que les autres, mais et généralement, ils ont très peu contribué aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est quand même une double injustice. Ce qu'on pressent moins, c'est que ce risque d'accroissement des inégalités, ça peut aussi, disons, ça vaut aussi pour les pays riches. Hein. Dans les pays riches, eh bien, dans les pays comme la France, et c'est ce à quoi nous sommes intéressés, eh bien, il y a un risque d'accroissement des inégalités avec le réchauffement climatique. D'abord, là aussi, il y a des régions, disons, il y a des régions, des endroits assez vulnérables. Prenons ces vallées qui sont régulièrement inondées ou régulièrement dans le sud de la France, les événements méditerranéens. Eh bien, les gens qui y vivent essayent de les quitter parce que leur habitat devient à risque, mais les personnes qui en ont les moyens peuvent le faire, d'autres sont vraiment quasiment condamnées à rester dans ces endroits. On voit bien qu'il y a une inégalité par rapport au risque de changement climatique, où c'est un peu vrai aussi dans les régions côtières à risque, il y en a assez peu en France, dans d'autres pays beaucoup. Mais ça peut aussi valoir d'ailleurs pour disons, par rapport aux mesures prises pour lutter contre le réchauffement climatique. Et par exemple, eh bien, l'augmentation, alors il y a 2-3 ans maintenant, hein, donc il y a eu une proposition d'augmenter les taxes liées, on appelle ça la taxe carbone. Eh bien, cette augmentation aurait affecté de façon relative 3 fois plus les bas revenus que les hauts revenus. C'est-à-dire que, et ça a été bien perçu d'ailleurs, puisque c'est une des causes qui est quand même à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Hein, ce sentiment d'injustice par rapport aux conséquences du réchauffement climatique, y compris dans un pays comme la France. Voilà, donc ces injustices sont là, on peut les décliner à la suite, disons, dans tous les pays du monde. Et effectivement, notre souhait, et ça a été quand même bien, comment est-ce qu'on peut prendre des mesures? Alors, on ne rêve pas. Est-ce qu'on pourrait prendre des mesures pour qu'au moins le réchauffement climatique n'accroisse pas les inégalités? Ça a été l'objectif de notre avis. Et par exemple, eh bien, nous avons proposé que chaque mesure qui serait prise soit évaluée par rapport à ses conséquences sur les 20% les plus pauvres de la population. Hein, disons simplement, il faudrait une évaluation à chaque mesure proposée, importante évidemment, par rapport disons, aux populations, y compris dans un pays comme la France, les plus pauvres, les moins, disons, qui ont le plus de difficultés par rapport à ces problèmes. Donc il y a bien cette dimension, et d'ailleurs on retrouve cette dimension pauvreté, enfin disons cette dimension d'injustice dans les objectifs de développement durable. Et je pense que beaucoup des éco-délégués sont bien sûr familiers avec ces objectifs de développement durable, ces 17 objectifs. Dans ces objectifs, on retrouve la pauvreté, mais on retrouve aussi le lien dans beaucoup de ces objectifs avec le réchauffement climatique. Donc, cette dimension sociétale, déjà l'organisation de nos sociétés, le fait que eh bien, le réchauffement climatique accroisse les inégalités est un problème auquel nous devons porter tous, et je vous invite à le faire, une très grande attention. Merci. Alors, je relais une question du chat, justement, c'est est-ce que le développement durable, c'est vraiment un objectif qui est réalisable? Est-ce qu'on peut concilier toutes ces attentes environnementales, sociales, économiques? Je dirais qu'on a, en tout cas, on doit tendre vers. Oui, je crains qu'en termes, par exemple, d'inégalité, si la société devient plus inégalitaire qu'elle ne l'est, c'est actuellement ce qui se produit à l'échelle planétaire de façon assez claire, eh bien, ça rend plus difficile, je le dis souvent, un développement harmonieux de nos civilisations. Évidemment, je ne suis pas du tout
disons, adepte de la théorie de l'effondrement. Je ne crois pas que notre civilisation va s'effondrer, en tout cas pas à cause du réchauffement climatique tout seul, mais je pense vraiment qu'il faut faire attention à ces différents problèmes environnementaux, l'ensemble, et y porter une attention peut permettre effectivement d'aller vers des solutions. Il faut absolument que ces dimensions du développement durable soient prises en compte à l'échelle planétaire. Et je crois vraiment que eh bien, la génération, les jeunes d'aujourd'hui ont un rôle à jouer. Et ça, disons, cette dimension, évidemment, il y a des difficultés, on le voit bien, tous ces problèmes nous assaillent. La préservation de la biodiversité est un problème tout aussi important que la lutte contre le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, le réchauffement climatique est déjà la troisième cause de perte de biodiversité. On voit bien que, disons, tout est intriqué. Donc, la pauvreté, je l'ai dit, le réchauffement climatique risque d'accroître la pauvreté de certaines couches de la population. Donc, c'est tout ça dont il faut prendre la mesure. Et je pense qu'une des façons d'en prendre la mesure, c'est effectivement d'alerter, je crois d'éduquer aussi, nous en parlerons, et bien d'apporter les informations. Tout cela est lié et je suis personnellement très en phase avec disons, la position des Nations Unies à travers ces objectifs de développement durable. Par rapport à votre question, Alice, oui, il faudrait effectivement, je crois qu'un développement de nos sociétés passe par le respect de ces objectifs de développement durable. On voit bien qu'il y a des difficultés, par exemple, y compris d'ailleurs, par exemple, prenons l'insécurité alimentaire, ce n'est pas si simple parce que le réchauffement climatique risque, disons, d'affecter la productivité agricole dans un monde où la population, dont les démographes nous disent que passerait vers 10 milliards de personnes. Donc on voit bien la difficulté, ne serait-ce que d'assurer à horizon de 10, 20, 30 ans la sécurité alimentaire dans un monde peut-être plus difficile. Donc oui, c'est difficile, mais c'est vraiment tout à fait souhaitable et je suis complètement en phase avec ces objectifs de développement durable. Il faut que tout soit fait pour qu'ils soient respectés, en tout cas que le maximum soit fait par rapport à ces objectifs et par rapport à l'ensemble de ces objectifs. Merci. Alors, on a une autre question dans le chat qui demande, en fait, une personne qui demande dans combien de temps pensez-vous que nous passerons la barre des 1,5 degré? La barre des 1,5 degré peut se passer à l'échelle planétaire d'ici 2040. Disons, nous sommes sur un rythme de réchauffement entre 2 et 3 dixièmes de degré par décennie. Donc, il y a de très fortes chances entre 2030 et 2040 en moyenne planétaire. Alors, localement, ça peut déjà être dépassé, bien sûr, mais en moyenne planétaire, je dirais entre 2030 et 2040, c'est tout près de nous. Et ce demi-degré supplémentaire que nous allons prendre autour des 20 prochaines années, entre des 15-20 prochaines années, ce n'est pas rien. C'est un climat différent de celui d'aujourd'hui auquel il est nécessaire de s'adapter. Donc, le problème du réchauffement climatique, nous le disons depuis de nombreuses années, c'est qu'une fois qu'il est enclenché, il devient inéluctable. Nous n'échapperons pas à un réchauffement supplémentaire d'au moins 1 degré. Donc, il y a une capacité d'adaptation, il faut s'adapter à ce réchauffement climatique, mais il faut aussi tout faire pour limiter son amplitude. Bien sûr, disons que le réchauffement climatique est joué au cours des 10-20 prochaines années, mais c'est nous qui en décidons aujourd'hui pour ce que serait ce réchauffement climatique après 2050. Merci pour ces explications. Alors, vous êtes effectivement un scientifique de renommée internationale, vous avez rendu de très nombreux avis, vous avez alerté très tôt sur les dangers du changement climatique. Et selon vous, quel est le rôle des scientifiques dans notre société? Alors, le rôle des scientifiques, c'est avant tout, je crois, alors, la première, je crois que la première obligation presque des scientifiques, c'est effectivement, je dirais, de faire de la recherche, bon, si possible, bien sûr, à bon niveau, à niveau international, et puis de le faire savoir d'abord dans le cercle de cette communauté scientifique. On parle ici de publication, donc il ne faut pas simplement faire de la recherche, mais il faut le faire savoir. Il faut le faire savoir à travers des publications, donc, mais aussi, et je pense que c'est notre rôle, je suis de ceux qui
mais je ne suis pas tout seul, bien sûr, je suis vraiment convaincu que le rôle du scientifique, le scientifique ne doit pas s'enfermer dans cette tour d'ivoire de la communauté scientifique. Il doit être ouvert vers l'extérieur et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire tout au long de ma carrière. Dès les années 80, je me suis ouvert, enfin disons, j'ai eu la chance d'être, enfin disons, de participer à des travaux de recherche. Par exemple, ce lien entre climat et effet de serre dans le passé, cette découverte avec mes collègues grenoblois et soviétiques à l'époque, Claude Lorius et d'autres, cette découverte nous a donné beaucoup de visibilité. Et depuis, c'est vrai que j'ai essayé de répondre d'abord aux sollicitations des médias, mais ensuite, il y a aussi les décideurs politiques qui nous ont sollicités. Et j'ai été de ceux de notre communauté nous avons été régulièrement sollicités. Et je crois que c'est notre devoir de répondre aux sollicitations à la fois des médias, du grand public, du système éducatif, voilà, et bien sûr des décideurs politiques. Ça fait partie pour moi de mon travail. Voilà, donc je pense, je vois le rôle du scientifique comme disons bien sûr, un travail sérieux au niveau du thème de recherche dans lequel nous sommes, chacun d'entre nous, sommes impliqués, mais aussi une ouverture vers l'extérieur qui est absolument nécessaire, indispensable. On ne peut pas rester dans notre tour d'ivoire et je suis vraiment pour l'ouverture du monde de la science, y compris d'ailleurs, je le dis, en termes de discussion sur sur la finalité de les recherches, y compris éventuellement sur la co-construction de programmes de recherche. Je pense qu'il faut être ouvert vers la société et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, tout au long de ma carrière. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être ici. Enfin, vous montrez effectivement le rôle du scientifique vis-à-vis de la jeunesse et des décideurs en témoignant ici aujourd'hui à nos côtés. Alors, à votre avis, les jeunes d'aujourd'hui sont-ils suffisamment sensibles et sensibilisés aux enjeux environnementaux? Et comment, en fait, peuvent-ils agir? Enfin, quels sont les moyens dont ils disposent? Dans le chat, j'ai pu parler de petits gestes qui, à leur niveau, ils pourraient réaliser. Bien sûr, alors bon, alors il y a évidemment la question que je me pose est souvent celle-ci. Donc, je sais qu'en face aujourd'hui, disons derrière vos écrans, eh bien, vous avez disons les jeunes qui sont là sont certainement motivés par les problèmes qui nous réunissent aujourd'hui, ce problème disons, de transition écologique. Donc, je suis convaincu que disons, toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, Alice, et puis disons, qui vont suivre cette journée, sont convaincus de la nécessité de s'investir. Alors, la question, donc, ces jeunes, ce sont beaucoup des jeunes, ce sont des jeunes qui autour d'eux aussi essayent de transmettre des messages. Alors, les questions que je me pose, j'ai aussi participé aux marches pour le climat avec des jeunes. Donc, les jeunes sont de plus en plus motivés, évidemment. Il y a eu ce mouvement autour de Greta Thunberg et puis ces marches pour le climat. Maintenant, c'est un peu, disons, disons, il y a une difficulté, évidemment, liée au problème de la pandémie, à s'exprimer peut-être plus publiquement que, disons, j'espère que ces mouvements repartiront, mais de façon pacifique, si possible, quand même. Mais il y a eu disons, un moment en France, une difficulté disons, à manifester, parce que ces marches pour le climat n'ont pas été faciles les dernières. Donc, il y a une mobilisation. La question que je me pose, c'est, disons, est-ce que ça représente 10 ou 20% des jeunes, ou bien la moitié, ou un peu plus? C'est ça la question que je me pose. C'est comment, je suis convaincu que beaucoup de jeunes, un grand nombre de jeunes s'intéressent à ces problèmes, de plus en plus nombreux. Les enquêtes en font foi. La question que je me pose, et chacun d'entre vous a une réponse autour de soi, c'est quelle proportion? Moi-même, j'ai eu une petite fille qui était éco-déléguée, hein, donc elle est maintenant disons, dans l'enseignement supérieur, mais voilà, elle est étudiante maintenant, mais voilà, elle s'est impliquée, j'ai apprécié, disons, ce geste d'éco-délégué. Alors, quels sont les petits gestes que vous pouvez faire? Eh bien, je redis toujours, hein, c'est assez simple, hein, disons que disons nos actions, se nourrir, disons, se nourrir, se déplacer, notre mobilité, tout ce que nous faisons chez nous, se loger, mais tout ce que nous faisons chez nous représente quand même plus de la moitié des émissions. Donc on voit bien que sur tous ces volets, on peut parler de gaspillage alimentaire, de régime alimentaire pour certains, mais
beaucoup déjà de gaspillage alimentaire chez soi, de quelle façon effectivement nous nous comportons par rapport à l'utilisation d'appareils électriques, électroniques. Le streaming devient une question qu'on doit se poser, par exemple. La mobilité également, faisons-nous chacun un effort pour avoir une mobilité plutôt douce, disons moins émettrice de gaz à effet de serre. Je pense que chacun d'entre vous, et je m'adresse aux jeunes et à tous, vous avez un moyen de participer à cette dynamique de lutte contre le réchauffement climatique. Il n'y a pas de jeunes qui puissent se dire je ne peux rien faire. Et donc, on voit bien, il y a beaucoup de conseils sur les petits gestes, et après, c'est à chacun d'entre vous euh, de les adapter, ou non, mais enfin, ces petits gestes sont bien connus dans ces domaines et ils sont importants. Ensuite, bien sûr, ça c'est la vie de tous les jours, mais vous avez aussi, je crois, dans vos écoles, dans vos collèges, dans vos lieux d'enseignement, une action à mener auprès, et c'est ce que vous faites, puisqu'il y a beaucoup d'éco-délégués auprès des jeunes de votre génération, et ça aussi c'est très important. Merci. Alors, c'est vrai que le changement climatique, vous l'avez dit, il est inéluctable. On va augmenter d'1 degré, mais quoi qu'on fasse, avec des conséquences comme la montée des eaux, la fonte des glaces, l'avancée de la désertification, la disparition d'une partie de la biodiversité qui ne pourra pas forcément s'adapter à ces changements rapides. Donc, dans ce contexte, qui est encore aggravé par la crise sanitaire actuelle, comment peut-on redonner de l'espoir aux jeunes? Alors, redonner de l'espoir aux jeunes, c'est vraiment d'abord leur dire que cette transition, alors, donc, grosso modo, c'est quand même, allez, je vais faire simple, les émissions de gaz à effet de serre, c'est pour les 3 quarts lié à notre utilisation de combustibles fossiles, hein, donc de pétrole, gaz, charbon, dans certains pays, et puis, allez, disons 20% ou 15 à 20, enfin 15 à 20% liés au système, pas simplement à l'agriculture, alimentation. Donc, nous connaissons bien les causes de ce réchauffement climatique. Donc, ça reste possible d'agir disons, de façon à réduire les émissions de gaz à effet de serre. On parle là de transition. Alors, j'aime bien la transition écologique qui ne concerne pas simplement le climat, mais aussi la biodiversité et tous les problèmes de pollution, de sécurité alimentaire, d'accès à l'eau. C'est ça, cette transition, elle reste réalisable. Et elle reste réalisable, et réussir cette transition, c'est d'un point de vue, je dirais, purement économique, c'est cela qui assurera le dynamisme d'un pays ou, disons, on peut parler ici de l'Europe, hein, disons, je crois vraiment que ce sont les pays où, disons, dans notre cas, la France, mais aussi l'Europe, qui les premiers réaliseront cette transition. Elle est inéluctable, cette transition. On ne peut pas accepter d'aller vers des réchauffements de 4 à 5 degrés qui, économiquement, disons, gagneront. Je veux dire par là que le dynamisme économique, ce n'est pas rester sur le développement économique actuel, c'est au contraire réaliser cette transition. Par exemple, au niveau de l'Europe, eh bien, on parle de 6 millions de créations d'emplois d'ici 2050 si nous réussissions collectivement cette transition au niveau européen. C'est vrai dans tous les pays du monde, on parle bien d'emplois nets, donc ce sont des emplois, en plus ce sont des emplois, je dirais, disons, beaucoup de recherche, d'innovation, et j'invite toujours les jeunes, parce que je suis avant tout chercheur, à se tourner, ceux qui le souhaitent, c'est quand même passionnant le métier de chercheur, et on a besoin de gens qui innovent, aussi dans l'innovation, bien sûr, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la société vers laquelle nous devrions aller, disons la réalisation de cette transition, elle est quand même source je crois, elle ne doit pas, on doit la considérer comme attractive. Alors je sais qu'il y a aussi, c'est tout à fait exact, hein, on peut parler d'efficacité énergétique, mais il y a aussi cette notion de sobriété qui doit s'inscrire dans cette société, c'est-à-dire que, disons, l'efficacité énergétique, c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie, c'est bien. La sobriété, c'est faire un peu attention à ce qu'on fait, et donc c'est bien ce que vous faites en tant qu'éco-délégué. Mais le message que je souhaite donner, c'est que réaliser cette transition, c'est inéluctable, donc il vaut mieux le faire le plus rapidement possible, où qu'on soit, donc il faut
vraiment intégrer cette dimension dans le développement d'un pays, d'une région de l'Europe, où c'est ce que fait la Chine, c'est ce que font les États-Unis. Il y a 80 pays qui ont maintenant affiché neutralité carbone à horizon 2050. Et donc, il faut regarder dans cette direction et y regarder d'une façon plutôt optimiste et avec l'idée que, disons, la société qui devrait résulter de cette transition, eh bien, devrait être certainement, disons, je l'espère, plus facile. Il faut évidemment regarder aussi, non pas simplement, je parle bien de transition écologique, ces problèmes de pauvreté, ces problèmes de sécurité alimentaire, c'est tous ces problèmes d'objectifs, bien sûr, disons, bien résumés au cœur des objectifs de développement durable qui doivent être pris en compte. Mais soyez, disons, gardez votre optimisme. Cette société vers laquelle nous devrions aller, j'espère nous irons collectivement, est source de création d'emplois et source de dynamisme économique. Et je crois que c'est le message que je souhaite donner. Disons, allons de l'avant vers cette société à laquelle il faut absolument que collectivement, nous adhérions. Je sais que c'est difficile aussi à un moment, le changement est difficile, mais cette transition, elle est indispensable. Alors, on arrive bientôt au bout de l'interview, donc j'ai une dernière question pour vous qui intéresse le public ici, c'est quels sont les nouveaux métiers de cette transition écologique? Comment les y préparer? Les formations doivent être adaptées. Comment les établissements scolaires peuvent préparer les jeunes à ces métiers de demain? Oui, bien sûr, puisqu'une fois qu'on a dit que l'énergie, par exemple, était au cœur enfin, était en tout cas une partie du problème, c'est clair, de même que le système alimentaire et tout cela. Donc, il y a certainement beaucoup d'emplois d'innovation aussi dans le système énergétique. On peut parler, par exemple, je vais prendre le problème du stockage de l'énergie. Il y a beaucoup de recherches, d'innovation à porter, mais ce sont aussi des innovations sociales. On voit bien que quand on parle d'innovation, eh bien, c'est par exemple des choses comme le copartage en termes disons, le covoiturage est quelque chose qui s'est mis en place justement en phase avec, d'une certaine façon, une certaine efficacité énergétique, l'idée de moins consommer d'énergie. Voilà, donc il y a aussi des innovations sociales. Il faut, disons, dans tous les métiers, ce que je souhaite dire, bien sûr, il y a tous les métiers liés au bâtiment, à la mobilité, disons, il y aura aussi normalement une transition dans l'agriculture, il y a aussi des métiers à mettre en œuvre. Ce sont voilà, les grands thèmes, on le voit bien, tous ces problèmes de stockage d'énergie, mais disons que ces emplois, ce sont des emplois a priori quand même, je dirais, de qualité. Donc, si on regarde par exemple, ne serait-ce que l'isolation des bâtiments, c'est aussi beaucoup de recherche au niveau des matériaux. Donc, il y a beaucoup à faire dans tous ces domaines et c'est assez ouvert, mais il y a aussi beaucoup à faire et je remercie, je souhaite vous remercier dans l'éducation. Par exemple, je suis actuellement en charge d'un groupe de travail auprès de Frédéric Vidal, dont l'objectif est de faire que l'ensemble des étudiants d'enseignement supérieur sachent de quoi ils parlent quand ils sortiront, c'est votre génération après, quand vous sortirez de l'enseignement supérieur, disons, par rapport à la transition écologique, justement. Donc, il y a aussi tous les métiers de l'enseignement, les métiers de communication qui sont importants. Voilà, et pour moi, le message, c'est qu'il n'y a pas de secteur d'activité où vous puissiez vous dire le réchauffement climatique, la transition écologique, ce n'est pas mon problème. Quoi que vous fassiez, quel que soit votre choix, vous pourrez, je le crois, alors ça dépend des domaines, vous pourrez certainement contribuer, alors à la fois dans votre vie professionnelle, mais aussi, je l'espère, dans votre vie de citoyen, à cette lutte contre le réchauffement climatique, à la nécessité d'adaptation, et puis aussi, je l'espère, à ce développement harmonieux de nos sociétés qui requiert, je crois, quand même, non seulement une approche environnementale, mais une approche très sociale, c'est-à-dire voilà, ce problème de justice sociale, de justice climatique, cette nécessité de ne pas accroître les inégalités, je dirais même de les gommer au maximum, nous en sommes là, et c'est cela le monde de demain, et j'espère que cette transition écologique dans laquelle
à laquelle je suis sûr vous êtes attachés, s'accompagnera non seulement d'une transition écologique, mais d'une transition aussi vers un monde peut-être plus apaisé également. Voilà, c'est mon souhait et je sais que chacun d'entre vous, vous y participerez et je vous remercie en tout cas C'est de nous qui vous vous être impliqué. remercions, Jean-Joseph, c'est nous qui vous remercions de nous donner cet espoir et de poursuivre donc ce qui est en route, en cours, déjà donc dès les plus petites classes avec ces jeunes très investis